Et on passe à la communication suivante que va présenter professeur Assi El-Ktani. C'est une communication qui revêt aussi une grande importance, qui est la prédisposition génétique aux viroses cutanées. Merci, professeur Ben Hussein. À l'instar de mes collègues et amis qui m'ont précédé, j'ai le plaisir de partager avec vous notre expérience par rapport à la prédisposition génétique aux infections virales cutanées. Toutefois, cette fois-ci, il y a plusieurs mécanismes qui interviennent dans cette prédisposition et qui aboutissent au même phénotype clinique et parfois même immunologique que nous avons essayé de décortiquer à travers ce travail. Les infections virales cutanées à HPV, molluscum contagiosum et herpès simplex virus sont communes, bénignes et spontanément résolutives dans la population générale, avec une clairance spontanée de 66% à 2 ans en ce qui concerne les HPV. Cependant, quand ces infections sont sévères, chroniques, profuses, récurrentes et ou résistantes au traitement, ceci suggère un déficit immunitaire sous-jacent qui peut être primitif ou acquis. La pénétrance clinique des infections virales cutanées diffère selon le déficit immunitaire primitif. Par exemple, nous avons un phénotype épidermodysplasie viruciforme dans 100% des cas en cas de déficit en EVER1 et EVER2. Nous avons un phénotype verru dans le VIM syndrome dans 80% des cas, tandis que dans le déficit endocrine, les virus sont présents uniquement dans 40% des cas. À travers ces différents déficits immunitaires qui s'associent aux infections virales cutanées, nous relevons le rôle des lymphocytes T et la coopération entre les cellules cutanées et les cellules du système immunitaire dans la réponse immunitaire cutanée antivirale. Les facteurs génétiques à l'origine de la variabilité de la réponse immunitaire antivirale dans la population générale sont encore mal compris. La sensibilité ou la résistance à un virus devrait dépendre de polymorphisme ou de mutation de gènes de l'hôte survenant à différents stades de l'infection, mais aussi de l'agent pathogène. Si nous prenons l'exemple des HPV, qui sont des virus strictement épithéliotropes et qui n'activent que faiblement la réponse immunitaire systémique, l'expression des protéines, de l'activité de protéines virales non structurales dans les kératinocytes est variable selon le génotype HPV. Comme vous le voyez sur le schéma, voilà. Alors ici, vous avez un schéma de l'ADN des virus HPV. Alors, et là, vous voyez qu'il est organisé en 3 régions. Une région non codante, une région LCR, une région qui code pour les protéines de réplication, E, et une région qui code pour les protéines de la capside. Ce qui fait la différence entre les différents génotypes HPV, c'est justement la variation de l'expression des protéines E. Et actuellement, il y a 2 maladies qui ont été décrites en rapport. Il y a 2 maladies qui ont été décrites et qui s'associent à des anomalies génétiques de transmission mendélienne. C'est l'épidermodysplasie viruciforme et le VIM syndrome, qui sont caractérisés par une sensibilité anormale à certains types d'HPV. Elles ont été classées dans l'IWIS classification parmi les défauts de l'immunité intrinsèque et innée. L'épidermodysplasie viruciforme étant liée à des déficits en EVER1, EVER2 et CYP1 qui codent pour des protéines membranaires qui, associées au transporteur protéique du zinc, forment un complexe protéique au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique des kératinocytes. Et là, les HPV qui sont associés, ce sont des bêta-papillomavirus. Par ailleurs, dans le VIM syndrome, le VIM syndrome est lié à un déficit du gène CXCR4 récepteur de la chimiokine CXCL12 produit par les fibroblastes.
C'est une mutation avec gain d'activité de la protéine, ce qui exerce un effet mitogène sur les kératinocytes et par conséquent la formation de virus. Mais ces infections virales cutanées sont également retrouvées dans d'autres déficits immunitaires primitifs, notamment ceux qui affectent les lymphocytes T. Nous avons fait une revue de la littérature concernant les différents phénotypes cliniques et immunologiques associés aux HPV cutanés. Et nous avons trouvé qu'il existe cependant des épidermodysplasies viruciformes atypiques qui sont associées à des lymphopénies profondes qui ne sont pas dues à des mutations des gènes EVER1 et EVER2. Le seul point commun à toute leur étiologie connue est la lymphopénie CD4. Sur le plan clinique, il y a 3 phénotypes. Le phénotype verreux profuse, le phénotype épidermodysplasie viruciforme, comme vous le voyez sur la première photo, le phénotype verreux profuse vulgaire et plane, comme vous le voyez sur la deuxième photo, et le phénotype Treeman syndrome, comme vous le voyez sur la troisième photo. Sur le plan immunologique, il y a également 3 phénotypes. Le phénotype lié à un défaut de l'immunité intrinsèque de la peau, le phénotype avec un défaut qualitatif ou quantitatif des lymphocytes T et le phénotype avec plusieurs entités leucocytaires touchées. Et nous avons proposé un algorithme d'orientation des tests de laboratoire vers le diagnostic de déficit immunitaire primitif en cas de verrue sévère. Et cet algorithme a été validé par les experts de l'Institut Imagine de Paris et publié dans cette même revue de littérature. Alors maintenant, je vais passer à l'étude qu'on a menée en pratique. L'objectif de notre étude était de décrire les particularités cliniques, immunologiques et génétiques des DIP, non pas ceux qui sont associés aux infections virales cutanées au cours de leur évolution, mais ceux qui ont été révélés par ces infections, afin d'aider les cliniciens pour diagnostiquer cette entité, ainsi que pour élargir le champ de connaissances dans le domaine de la réponse immunitaire cutanée antivirale, notamment anti-HPV, qui est un virus oncogène. Nous avons mené une étude prospective descriptive type série de cas entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2021 au département des maladies infectieuses pédiatriques et d'immunologie clinique du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Notre étude a eu l'accord du comité d'éthique du même CHU et étaient inclus les patients admis en consultation de pédiatrie et de dermatologie. Et j'en profite pour remercier nos amis dermatologues qui ont collaboré dans le recrutement et le suivi de ces malades. Alors, nous avons inclus les patients admis pour des infections virales cutanées atypiques, c'est-à-dire chroniques, profuses, avec plus de 20 lésions en plus d'une région du corps pour HPV, infections récurrentes, récalcitrantes et ou résistantes au traitement. C'était 6 mois pour les verreux. Nous n'avons pas calculé la taille de l'échantillon, mais le recrutement des malades était exhaustif. Nous avons mené des investigations cliniques, immunologiques et génétiques pour diagnostiquer une erreur innée de l'immunité, et les critères diagnostiques retenus étaient ceux de l'Union internationale des comités d'experts d'immunologie et des DIP. Ainsi, pour tout patient consultant pour des infections virales cutanées atypiques, nous avons cherché la présence d'autres infections, des signes d'atopie ou de malignité, un traitement en cours qui pourrait induire une immunodépression. Nous avons dressé l'histoire personnelle et familiale des patients, puis nous avons fait un examen physique général et nous avons émis des hypothèses diagnostiques à base desquelles nous avons réalisé nos examens de laboratoire. Nous avons réalisé la sérologie HPV, bien sûr, pour éliminer les patients atteints de VIH, une glycémie à jeun, une NFS, une numération des sous-populations lymphocytaires, le dosage des immunoglobulines et le DHR test. Pour les lésions verruqueuses, nous avons également
Nous avons également fait une étude histologique et une PCR nichée qui cible les HPV cutanés a été réalisée pour le génotypage des HPV. Ces tests nous ont permis d'avoir un diagnostic phénotypique que nous avons complété par une étude génotypique, un séquençage par panel commercialisé comportant les gènes connus impliqués dans les DIP et une confirmation des mutations retrouvées par séquençage Sanger en collaboration avec le centre Imagine. Nous avons opté pour un séquençage par panel ciblant 407 gènes incriminés dans les DIP. L'ADN génomique obtenu à partir d'échantillons a été enrichi pour les zones ciblées à l'aide d'un protocole basé sur l'hybridation et séquencé à l'aide de la technologie Illumina. Les variations de séquences ont été identifiées et interprétées dans le contexte d'une seule transcription cliniquement pertinente. Le séquençage nous a permis d'avoir tous les variants qui existent chez le patient, mais nous n'avons retenu que ceux qui ont une forte probabilité de s'associer avec sa maladie. En ce qui concerne les résultats, au cours de la période d'étude, 591 patients ont été diagnostiqués avec une erreur innée de l'immunité confirmée génotypiquement ou seulement phénotypiquement. Parmi ces patients, 8 issus de 6 familles indépendantes ont répondu à nos critères d'inclusion, soit 1,3% des patients. Ils étaient tous issus d'un mariage consanguin. Leur âge médian au début des symptômes était de 6 ans et au moment du diagnostic, il était de 9 ans. Et leur sexe ratio était de 1 sur 3. La moitié des patients étaient originaires de Casablanca et les autres étaient de Tsaroudant, Agadir, Marrakech et Bni Mellal. Sur le plan clinique, 4 patients avaient des verrues profuses récalcitrantes, dont 2 avaient des lésions pityriasiformes évoquant une épidermodysplasie viruciforme avec identification des génotypes HPV3 chez une patiente et HPV5 chez l'autre patiente. 3 avaient des lésions profuses chroniques de molluscum contagiosum et un patient avait un érythème polymorphe post-herpétique récurrent. En plus de leurs manifestations cutanées, 5 patients avaient des infections respiratoires récurrentes, 2 avaient des gastro-entérites à répétition. Une sarcoïdose a été diagnostiquée chez 2 sœurs jumelles qui avaient également un syndrome anémique et des lésions d'eczéma ont été retrouvées chez une patiente. Par contre, aucun des parents ou des proches des patients n'avaient de manifestations similaires, sauf la sœur d'un patient avec une épidermodysplasie viruciforme qui avait des infections respiratoires et des diarrhées à répétition, mais elle n'avait pas d'atteinte cutanée, contrairement à son frère. Sur ces photos, nous observons des présentations cliniques d'infections virales cutanées atypiques de nos malades. Sur la première photo, nous avons des verrues vulgaires et planes sur le dos des mains et des avant-bras d'une patiente de 26 ans qui avait également ces lésions au niveau des pieds, des jambes et du visage. Sur la deuxième photo, nous voyons des lésions en cocarde typiques d'un érythème polymorphe chez un patient de 10 ans qui avait également une kéylite et des lésions herpétiques péribuccales. Sur la troisième, nous avons des lésions de molluscum contagiosum chroniques récurrentes d'âge différent chez une fille de 9 ans, chez qui une sarcoïdose a été également diagnostiquée. Et enfin, sur la quatrième photo, nous avons des lésions pityriasiformes typiques d'une épidermodysplasie viruciforme sur le thorax d'une fille de 9 ans. Ces lésions étaient également présentes au niveau des bras, des avant-bras et du visage. Sur le plan histologique, les verrues planes et vulgaires étaient sans particularité et les lésions d'épidermodysplasie viruciforme avaient des signes pathognomoniques avec un aspect bleuâtre du cytoplasme des kératinocytes en rapport avec la réplication virale. En ce qui concerne le profil immunitaire de nos patients,
La majorité d'entre eux avaient une leucopénie. Une lymphopénie était notée chez la moitié d'entre eux. Une neutropénie était notée chez une patiente. Une monocytopénie et une diminution des cellules dendritiques étaient marquées chez une autre patiente. Par contre, une augmentation des polynucléaires éosinophiles et des IgE étaient marquées chez une autre patiente, ce qui nous a permis d'évoquer un syndrome hyper-IgE, bien sûr en concordance avec la clinique de cette patiente. Les lymphocytes CD4 et CD8 ont été touchés chez 6 patients. Ainsi, nous avons eu 4 kids ainsi, nous avons eu 4 kids, 2 low kids, un syndrome hyper-IgE et un syndrome low dendritic cell monocytopénia lymphopénia, en rapport avec le déficit en GATA2. Par ailleurs, l'étude génétique nous a permis d'identifier des mutations perte de fonction au niveau du gène STK4 chez 2 patients qui avaient l'épidermodysplasie viruciforme, une mutation missense au niveau du gène GATA2 chez une patiente et une mutation missense au niveau et deux mutations missense au niveau du gène COPA chez 2 patients. Veuillez abréger, s'il vous plaît. Alors, nous nous sommes intéressés particulièrement aux 2 patients qui avaient l'épidermodysplasie viruciforme associée au déficit STK4. Pour ces 2 patients, nous avons fait une ségrégation familiale. Nous avons trouvé une mutation homozygote chez les patients et hétérozygote chez les parents au niveau du gène STK4, touchant l'exon 7 chez une patiente et une autre touchant la région splice donneur de l'intron 10 chez le deuxième patient. Alors, au total, en combinant les données cliniques, immunologiques et génétiques, nous avons identifié un déficit en GATA2 chez une patiente avec des verrues profuses et un DCMS syndrome, 2 déficits en STK4 avec épidermodysplasie viruciforme syndromique associé à un KID chez un patient et un low KID chez le deuxième patient, 2 déficits COPA chez 2 sœurs jumelles avec molluscum contagiosum chronique et un KID, un syndrome hyper-IgE chez un patient avec molluscum contagiosum chronique et un patient avec un KID et un érythème polymorphe post-herpétique, finalement une patiente avec un low KID et des verrues vulgaires profuses, mais pour ces derniers patients, aucune anomalie génétique n'a été identifiée par panel. Alors, nous nous sommes basés sur des observations cliniques qui nous ont poussé à faire une exploration immunitaire et génétique guidée, et nous avons eu un diagnostic phénotypique pour tous les patients et un diagnostic génotypique pour la majorité d'entre eux, et le whole genome sequencing est requis pour chercher une anomalie génétique chez les autres patients pour lesquels il n'y avait pas d'anomalie génétique identifiée par panel. Alors, en pratique, ce travail nous a permis de proposer un algorithme d'orientation des tests de laboratoire vers le diagnostic des erreurs innées de l'immunité en cas de virus sévère. Il nous a permis de rapporter le 4e et le 5e cas dans la littérature d'épidermodysplasie viruciforme associée à un déficit en STK4 avec la description de 2 nouvelles mutations. Et chez les patients qui n'ont pas eu de défaut génétique par panel, le whole exome est en cours et les tests fonctionnels sont aussi en cours pour identifier un probable nouveau déficit immunitaire primitif. En perspective, nous devrions implémenter le séquençage par panel dans notre pratique courante, dans notre contexte, pour compléter l'exploration de nos patients. Et il faut aussi mettre en place des tests fonctionnels qui pourraient aussi faire l'objet de tests de diagnostic de routine dans un avenir proche. Et je vous remercie.